Bienvenue pour cette nouvelle vidéo où je voulais vous montrer de façon très simple comment fonctionne un transistor bipolaire. Alors le transistor, c'est un composant à trois pattes existant en différents types de boîtiers. Mais généralement, on ne voit pas les pattes car le transistor est surtout présent dans les circuits intégrés où il est regroupé par milliers. Voici le symbole électrique avec les trois pattes et leur nom. L'émetteur en bas, c'est là où il y a la flèche. La base à gauche, parfois dessinée en très fin, car le courant sera plus faible dans ce fil, et le collecteur en haut, sans flèche. Voici la constitution interne du transistor, avec trois zones de semi-conducteurs dopées différemment. Sur chaque zone, un contact métallique pour accorder la broche correspondante, donc B, C ou E. Ici, j'ai dessiné un transistor dit NPN, mais il existe une autre configuration possible des zones qui va donner le transistor PNP. On remarquera que dans ce cas, le nom des broches ne change pas le symbole, c'est juste le sens de la flèche qui est inversé. Flèche qui est toujours liée à l'émetteur et le sens de la flèche qui indique toujours le sens de parcours du courant. Comme c'est plus facile d'expliquer avec le courant positif sortant de l'émetteur, je vais garder cette configuration pour la suite. Mais sachez que le principe de fonctionnement est le même que l'on soit en NPN ou PNP, c'est juste le signe des tensions et courants qui va changer. Petit rappel, la structure cristalline du silicium est organisée de façon ordonnée, où chaque atome comporte 4 voisins. Voir ma vidéo sur la jonction PN. Rappel également, un dopage de type N consiste à rajouter des atomes ayant 5 électrons sur la couche de valence, donc un de plus que les 4 du silicium. Et cet électron sera facilement détachable. Et donc, dans une zone de dopage N, les électrons libres seront les porteurs de charge majoritaires. Ces zones N, on les retrouve sur le dessus et le dessous de notre transistor, donc pour le collecteur et pour l'émetteur. Alors remarque, sur l'image, j'ai exagéré la proportion d'atomes dopants pour mieux les voir. Mais dans la vraie vie, il y en a beaucoup moins par unité de volume. Cependant, j'ai bien respecté le fait que l'émetteur est très fortement dopé dans un transistor par rapport aux autres zones. Donc beaucoup plus d'électrons libres en bas. Au niveau de la base, dopage de type P, donc avec des atomes ayant seulement 3 électrons sur la couche de valence, et donc apparition de places libres dans la structure, c'est ce que l'on appelle les trous. Ces trous sont les porteurs de charge majoritaires dans une zone de type P. Et donc pour nous, dans la base du transistor. Tout naturellement, dès le début, il y a diffusion au niveau des jonctions. Les électrons vont se recombiner avec les trous voisins. Revoir si besoin ma vidéo sur la jonction PN, où les électrons étaient des petits chiens errants et les trous des niches libres. J'ai conservé l'image, c'est pour ça que vous pouvez voir en zoomant de petites oreilles sur mes électrons. Alors ensuite, un équilibre s'installe et des zones de charge d'espace se retrouvent au niveau des jonctions, formant ainsi deux barrières de potentiel. Et on remarquera en bas de nombreux électrons en attente, comme s'ils étaient parqués. Pour l'instant, le transistor n'était connecté à rien, mais bien sûr, tout l'intérêt du truc, c'est de le brancher à quelque chose. Commençons donc par une polarisation entre base et émetteur sur la gauche, avec VBE positive. La jonction base émetteur étant directe, il y a annulation de la barrière de potentiel. Et donc fonctionnement semblable à une diode en direct, circulation des porteurs de charge et donc circulation d'un courant IB.
Regardons maintenant si on ajoute une seconde polarisation à droite, cette fois entre collecteur et émetteur. Vu de loin, ça peut paraître complètement con. En effet, la jonction du haut est polarisée en inverse et donc un fonctionnement qui semblerait bloqué. Et en réalité, c'est pas du tout ça qui va se passer, mais plutôt un truc génial qui a été appelé l'effet transistor. Regardons de plus près cette jonction du haut. Sa polarisation en inverse va accentuer le phénomène de charge d'espace. Au-dessus des charges plus, des N qui ont perdu des électrons. Au-dessous des charges moins, c'est-à-dire des P qui ont gagné des électrons. Alors on pourrait se poser une question, mais alors pourquoi les moins ne se regroupent pas avec les plus? Réponse simple, ces moins et ces plus ne sont pas des charges mobiles, puisque ce sont des atomes N et P qui font partie intégrante de la structure du cristal. On pourrait dire que ça fait partie de l'ossature. On le voit mieux comme ça, les plus et les moins sont liés à leurs voisins. Par contre, si par hasard un électron libre se trouvait dans la zone, lui, il peut se déplacer et donc rejoindre les plus du haut. Le principe est très simple et déjà vu, les charges plus et moins face à face comme sur les plaques d'un condensateur, et donc il y a présence d'un champ électrique E. Et par la loi de Coulomb, une charge soumise à ce champ se voit appliquer une force F égale QE, donc en inverse du champ pour un électron, puisque bien sûr il porte une charge négative. Mais la grande question, ça serait, que ferait un électron dans les parages? Vu qu'au-dessous, c'est une zone P, et donc une zone où ils sont très rares, aussi rares que l'eau dans le désert, on pourrait dire. Et c'est là qu'intervient le fameux effet transistor, et donc le génie de l'invention, qui fait intervenir la polarisation de base que je viens de remettre à gauche. Souvenez-vous également, la zone N du bas est fortement dopée. D'autre part, la zone P est en réalité très peu épaisse, beaucoup moins épaisse que je l'ai dessiné, et donc conséquence, pas beaucoup de trous disponibles dans cette petite base. Dans ces conditions, lors de la polarisation de base, tous les électrons injectés dans cette base ne subissent pas le phénomène de recombinaison. Résultat, surpopulation d'électrons dans la base, et les électrons que l'on va qualifier de chanceux, qui ont pu traverser cette base sans se faire recombiner, arrivent à la frontière de la zone de charge d'espace du haut. Et donc, sous l'effet du champ E, autrement dit sous l'effet de l'attraction des charges plus du haut, ces électrons vont traverser la zone de charge d'espace en grand nombre. Et bien sûr, si je coupe la polarisation de la base, la jonction du bas se bloque, les électrons ne peuvent plus remonter dans la zone P, et donc plus de circulation de courant nulle part. Si je remets la base, les courants recirculent, ces courants que l'on voit ici dans leur sens conventionnel. Alors bien sûr, qui dit courant dit circuit. Voici la représentation la plus classique où l'on place des résistances pour contrôler ou limiter les courants. On remarquera que la jonction du haut ne fonctionne pas de façon traditionnelle. Comme je viens de l'expliquer, il y a l'effet transistor. Si on faisait des calculs, on peut montrer que le courant IC est proportionnel au courant de base avec un coefficient appelé bêta. Ce courant collecteur est imposé par le courant de base. Autrement dit, c'est la base qui commande
l'ouverture plus ou moins grande du collecteur. Bêta est de l'ordre de 50 à 200 suivant les modèles de transistors. Donc on va avoir un tout petit courant de base qui va contrôler un grand courant IC. Allez, pour résumer, je vous propose une petite analogie hydraulique du fonctionnement d'un transistor. À l'état de repos, le petit ressort à gauche bloque le fonctionnement. Il faut forcer un petit peu sur la base, l'équivalent des 0,7 volts du VBE, pour débloquer le fonctionnement. Un petit débit sur la base provoque l'ouverture de la grande trappe du collecteur. L'effet de levier, c'est l'équivalent du bêta du transistor, qui est beaucoup plus grand que 1. Autre chose, il y a proportion entre les débits. Plus on augmente sur la base, plus on va ouvrir grand le collecteur. Plus on réduit la base, plus ça réduit le collecteur, etc., etc. Et tout ça proportionnellement. Et bien sûr, comme avec le vrai transistor, une fois que la trappe est grande ouverte, on ne peut pas aller plus loin. Et c'est donc la limite du fonctionnement linéaire. Au-delà, IC égale bêta IB n'est plus vrai. Voilà, voilà, eh bien quelques mystères du transistor dévoilés. Et bien si ça vous a permis de mieux comprendre le fonctionnement général, alors mission accomplie. Vous êtes prêts pour suivre des vrais cours avec des vraies équations. Eh bien à bientôt pour de nouvelles vidéos.